Et si je vous disais que la chose la plus dangereuse pour votre avenir financier n'est pas de gagner trop peu, mais de gagner juste assez pour ne jamais vraiment chercher à changer? Vous avez travaillé dur, vous avez gravi les échelons, votre salaire a augmenté, et pourtant, à la fin du mois, vous regardez votre compte en banque avec ce même sentiment creux, celui que quelque chose ne va pas, sans savoir exactement quoi. Vous avez plus qu'avant, mais vous n'êtes pas plus libre qu'avant. Et, au fond, vous le savez, voilà la vérité que personne ne vous a dite. Gagner plus n'est pas la solution. C'est, dans la plupart des cas, une partie du problème. Laissez-moi vous parler de Marc. Marc a 34 ans. Il gagne 4 200 € par mois net, ce qui le place confortablement au-dessus de la médiane nationale. Il a une belle voiture, pas de luxe, mais une voiture récente. Il habite dans un bel appartement en centre-ville. Il part en vacances 2 fois par an. Il dîne au restaurant le vendredi soir. Il s'est abonné à 4 plateformes de streaming, une salle de sport premium, un service de livraison de repas, une application de méditation. La vie de Marc ressemble exactement à ce qu'il avait imaginé il y a 10 ans. Et pourtant, Marc est à 22 jours d'un effondrement financier. Si son employeur lui annonçait demain que son contrat prend fin, Marc n'aurait pas de quoi tenir plus d'1 mois. Il n'a pas d'actifs, il n'a pas de revenus passifs, il n'a rien qui travaille, et pour lui pendant qu'il dort. Marc n'est pas irresponsable, Marc n'est pas stupide, Marc est piégé, et il ne le sait même pas. Ce que Marc vit a un nom. Les économistes comportementaux l'appellent l'inflation du mode de vie. Les neuroscientifiques le nomment la tapis roulant hédonique. Et moi, dans ce contenu, je vais l'appeler parce qu'il est vraiment l'illusion de la prospérité. C'est le mécanisme silencieux qui transforme chaque augmentation de salaire en une nouvelle prison dorée. C'est le piège qui vous fait croire que vous avancez, alors que vous courez sur place, de plus en plus vite, avec de plus en plus de charges, vers nulle part. Voici comment ça fonctionne, neurologiquement. Lorsque votre salaire augmente, votre cerveau libère de la dopamine. Ce neurotransmetteur n'est pas, contrairement à ce qu'on croit souvent, le neurotransmetteur du plaisir, il est le neurotransmetteur de l'anticipation, de la quête, du désir. Ce que les neurosciences ont découvert, c'est que votre cerveau récompense la poursuite, pas la possession. Vous voulez la voiture neuve, et ce désir vous électrise. Vous achetez la voiture neuve, et 3 semaines plus tard, c'est juste votre voiture. Le pic de satisfaction s'évapore. Et votre cerveau, programmé pour chercher le prochain stimulus, commence déjà à imaginer la prochaine version. Les économistes appellent ce retour au point de départ émotionnel l'adaptation hédonique. Vous vous adaptez si vite à vos nouvelles conditions de inconfort que l'ancienne situation vous semble intolérable. Le restaurant 2 étoiles devient la norme. Le business class devient la norme. Le grand appartement devient la norme. Et chaque nouvelle norme crée de nouveaux besoins, de nouvelles dépenses, de nouvelles chaînes. Warren Buffett, l'homme qui a construit l'une des plus grandes fortunes de l'histoire moderne en dormant dans la même maison qu'il a achetée en 1958, a dit quelque chose de brutal. Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous vendrez bientôt des choses dont vous avez besoin. Ce n'est pas une métaphore. C'est une description exacte de ce qui arrive à des millions de salariés à revenus confortables à travers le monde. Charlie Munger, son associé de toujours, et l'un des cerveaux les plus affûtés en matière de comportement financier, allait encore plus loin. Il disait que la plupart des gens ne comprennent pas la différence fondamentale entre revenus et richesse, et que cette confusion est, à elle, seule la source de la majorité des désastres financiers personnels. Le revenu est un flux, la richesse est un stock. Le revenu s'arrête quand vous arrêtez de travailler. La richesse continue à exister, à se multiplier, à travailler pour vous-même quand vous dormez. Mais si chaque flux de revenus est immédiatement transformé en dépenses courantes, vous ne construisez jamais de stock. Vous restez éternellement dépendant du flux suivant. Pensez à une rivière. Une rivière génère un débit continu. Mais si personne ne construit jamais de réservoir, si toute l'eau s'écoule et disparaît dans la mer,
alors il suffit d'un mois de sécheresse pour que tout s'arrête. Le salarié moyen vit au bord de cette rivière, il boit l'eau au quotidien, il en profite, il ne souffre pas, mais il ne construit jamais le réservoir. Et le jour où la rivière se tarit, licenciement, maladie, crise, il n'y a rien en réserve. C'est ici que nous arrivons au cœur de ce que j'appelle le paradoxe du confort destructeur. Le confort, par définition, réduit l'urgence. Et l'urgence, en finances personnelles, est précisément ce qui pousse à agir, à construire, à investir, à créer. Quand vous gagnez assez pour vivre confortablement mais pas assez pour être manifestement riche, vous êtes dans la zone la plus dangereuse du spectre financier. Vous souffrez juste assez pour vous plaindre, mais pas assez pour changer. Le système a créé pour vous un espace où la douleur est gérée, mais jamais résolue. Adam Smith, dans sa théorie des sentiments moraux, bien avant la richesse des nations, avait identifié ce mécanisme avec une précision saisissante. Il observait que les hommes ne désirent pas tant la richesse que d'être vus comme riches, admirés comme riches, reconnus comme ayant réussi. Ce désir de validation sociale est l'un des moteurs les plus puissants de l'inflation du mode de vie. Vous n'achetez pas la voiture neuve parce que vous en avez besoin. Vous l'achetez parce que vous êtes devenu quelqu'un qui conduit ce type de voiture. L'identité précède souvent la dépense, et c'est là que réside le vrai piège psychologique. Vous avez construit au fil des années une identité financière basée sur votre niveau de revenu. Votre quartier, vos vacances, vos vêtements, vos restaurants, tout envoie d'un signal sur qui vous êtes. Et changer ce signal, c'est symboliquement mourir socialement. Réduire ses dépenses n'est pas vécu comme une décision financière raisonnée, c'est vécu comme une humiliation, un recul, une régression. Et c'est précisément pourquoi la plupart des gens ne le font jamais, même quand ils savent intellectuellement que c'est nécessaire. Maintenant, arrêtons-nous ici une seconde. Peut-être que vous vous dites « Mais moi, ce n'est pas pareil. Je ne suis pas matérialiste, je ne dépense pas pour les apparences. » Permettez-moi de vous poser une question directe. Quel pourcentage de votre dernière augmentation de salaire avez-vous investi en actifs productifs? Soyez honnête. Pas dans un compte épargne à 1%. En actifs, en choses qui génèrent des revenus pendant que vous dormez. Si la réponse est inférieure à 50%, vous êtes dans le piège, même si vous n'avez pas de voiture de luxe. Parce que le piège n'est pas réservé aux dépensiers ostentatoires. Il capture tout autant celui qui paie un loyer légèrement trop cher parce que le quartier est mieux. Il capture celui qui renouvelle son abonnement à la salle de sport premium sans jamais y aller. Il capture celui qui part 2 semaines en vacances en juillet parce que c'est bien mérité et qui revient avec une carte de crédit chargée. Le piège est confortable. C'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Robert Kiyosaki, dans Père riche. Père pauvre a tenté de résumer ce mécanisme en opposant les actifs aux passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, un passif en sort. Mais ce que Kiyosaki n'a pas assez développé et que Naval Ravikant exprime avec une clarté brutale, c'est que la vraie liberté financière n'est pas une question de montant, c'est une question de ratio. Le ratio entre ce que vous possédez et ce dont vous avez besoin pour vivre. Un homme qui gagne 10 000 € par mois et en dépense 9 800 est moins libre qu'un homme qui gagne 3 000 € et en investit 1 500. L'un court de plus en plus vite sur son tapis roulant. L'autre construit lentement quelque chose qui finira par courir à sa place. Voici les 5 couches de ce que j'appelle le code de la liberté financière réelle. Première couche. La conscience du flux. Avant de pouvoir changer quoi que ce soit, vous devez voir exactement où va votre argent. Pas approximativement. Exactement. La plupart des gens ne le savent pas. Ils savent combien ils gagnent. Ils savent vaguement combien ils dépensent. Mais ils ne savent pas pourquoi ils dépensent, ni quels sentiments ils cherchent à satisfaire à travers chaque dépense. Cette couche n'est pas comptable. Elle est psychologique. Deuxième couche. La séparation de l'identité et du mode de vie. Votre valeur en tant qu'être humain n'est pas dans votre voiture, elle n'est pas dans votre quartier, elle n'est pas dans vos vacances.
L'une des choses les plus subversives que vous puissiez faire dans une société de consommation est de décider consciemment que votre identité ne sera pas définie par votre niveau de dépense. Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est de la souveraineté. Troisième couche, l'investissement comme réflexe, pas comme récompense. La plupart des gens pensent à investir ce qui reste après les dépenses. Les gens qui construisent de la richesse investissent en premier et vivent avec ce qui reste. Ce renversement d'ordre est l'une des différences comportementales les plus documentées entre ceux qui accumulent de la richesse et ceux qui n'en accumulent pas. Payez-vous en premier, toujours, avant le loyer, avant les abonnements, avant les restaurants. L'investissement n'est pas une récompense pour bonne conduite financière. C'est la fondation. Quatrième couche. Construire des actifs avant de construire un style de vie. Imaginez un échiquier. Chaque pièce que vous placez dans la colonne actif, un investissement boursier, un fonds indiciel, une part d'entreprise, un bien immobilier locatif, une compétence monétisable, est une pièce qui peut se déplacer seule sur l'échiquier financier pendant que vous vous reposez. Chaque pièce placée dans la colonne mode de vie, l'abonnement supplémentaire, la voiture améliorée, le restaurant du vendredi, est une pièce que vous devez déplacer vous-même, indéfiniment, jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force. Quel échiquier construisez-vous? Cinquième couche. Redéfinir la liberté. La liberté financière n'est pas le luxe. La liberté financière, dans sa forme la plus pure, c'est l'optionnalité. C'est la capacité de dire non. Non à cet emploi que vous détestez. Non à ce projet qui ne vous ressemble pas. Non à cette relation professionnelle toxique. La liberté financière, c'est avoir suffisamment de réserves et de revenus passifs pour que votre prochain mouvement soit dicté par votre désir, pas par votre peur. Ce n'est pas une question de millions, c'est une question de marge. Voici le moment de vérité. Vous êtes peut-être en train de vous dire que tout ça, vous le savez déjà, que vous allez commencer le mois prochain, que vous n'avez pas assez de revenus pour investir, que le contexte économique est trop incertain, que votre situation est particulière. Ce sont des mensonges que votre cerveau vous raconte pour protéger votre zone de confort. Et votre zone de confort est exactement ce qui vous emprisonne. Chaque mois que vous attendez, le coût de l'inaction monte. Pas de façon linéaire, de façon exponentielle. Parce que ce que vous ne mettez pas dans un actif aujourd'hui ne génère pas de rendement composé demain. Ce n'est pas 100 € perdus, c'est 100 € qui ne se multiplient jamais. C'est la différence entre une graine plantée et une graine brûlée. Les deux disparaissent de votre main, mais l'une reviendra sous forme d'arbre. Marc, dont je vous ai parlé au début, a fait quelque chose de radical à ses 35 ans. Il n'a pas changé de travail. Il n'a pas déménagé dans un studio. Il a simplement décidé que chaque augmentation, chaque prime, chaque revenu exceptionnel irait à 80% dans des actifs, avant même qu'il puisse sentir l'argent dans son compte. Il a mis en place un virement automatique, le jour du versement du salaire, vers un compte d'investissement séparé. Il a arrêté de voir l'investissement comme une décision. Il en a fait un automatisme. 2 ans plus tard, Marc ne gagne pas beaucoup plus, mais pour la première fois de sa vie adulte, il a construit quelque chose. Il a un fonds d'urgence, il a des actifs qui croissent, il a une marge. Et pour la première fois, quand son manager lui parle d'une façon qu'il n'apprécie pas, Marc ne ressent pas de peur. Il ressent quelque chose de nouveau. La liberté de pouvoir partir. C'est ça, la vraie richesse. Pas un chiffre sur un relevé bancaire, une posture, une liberté intérieure. L'indépendance vis-à-vis de la peur. Vous n'avez pas besoin de gagner plus pour commencer. Vous avez besoin de penser différemment. La mentalité précède toujours l'argent, et la mentalité commence avec une décision. Pas demain, pas le mois prochain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, si ce contenu a touché quelque chose en vous, je veux que vous fassiez quelque chose de simple dans les commentaires. Écrivez « Je construis mon réservoir », pas pour l'algorithme, mais pour vous.
Parce que déclarer une intention publiquement, même à des inconnus, est l'un des actes les plus puissants de reprogrammation comportementale que vous puissiez poser aujourd'hui. Et si vous voulez continuer à déconstruire les mécanismes invisibles qui gouvernent votre rapport à l'argent, à comprendre pourquoi les règles du jeu financier ne sont pas enseignées à l'école et comment les maîtriser, abonnez-vous. Ce canal n'est pas là pour vous vendre un rêve, il est là pour vous aider à voir le monde financier tel qu'il est vraiment et à vous donner les outils pour y jouer à votre avantage. L'argent n'est pas le but, la liberté l'est. Et la liberté commence par savoir exactement dans quel piège vous vous trouvez.